Voici EZAR-2, une centrale nucléaire autrefois capable de fournir de l'énergie à plus de 3 millions de foyers. En avril 2023, ces réacteurs ont cessé de fonctionner, concluant la sortie du nucléaire de l'Allemagne, audacieuse et controversée. Le moment était crucial. Alors que l'Europe faisait face à une crise énergétique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des critiques ont accusé Berlin d'abandonner une source d'énergie propre essentielle. Pendant ce temps, les centrales à charbon émettaient du dioxyde de carbone, tandis que la France voisine, dépendante du nucléaire, alimentait les villes allemandes. Toute cette affaire a été davantage une question d'identité que d'énergie. Pendant des décennies, le mouvement anti-nucléaire allemand a fermé des centrales, bloqué des sites de stockage de déchets nucléaires et favorisé la montée du parti écologiste le plus puissant du monde. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi l'Allemagne s'oppose-t-elle autant à l'énergie nucléaire? Et qu'est-ce que cela signifie pour la planète? La première centrale nucléaire allemande, à Kahl, a été mise en service en 1961. Elle produisait environ 16 MW d'électricité, soit environ 100 fois moins que les réacteurs modernes. Mais malgré tout, elle était opérationnelle et fonctionnait en toute sécurité. Cependant, des préoccupations concernant la sécurité existaient dès le début. En 1957, la catastrophe de l'incendie de Windscale a eu lieu au Royaume-Uni. Ce fut l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire, et pourtant, peu de gens le connaissent. Il a été éclipsé par Three Mile Island et Tchernobyl des décennies plus tard, mais c'était grave. Il a été causé par une réaction en chaîne dans un réacteur au graphite conçu pour produire du plutonium pour le programme nucléaire britannique. L'incendie a duré 3 jours, libérant de l'iode-131, du césium-137 et du polonium-210 radioactif dans l'atmosphère. Le gouvernement a détruit le lait issu de plus de 500 km² de terres agricoles voisines, car il est consommé frais, sans attendre la diminution naturelle de la radioactivité, le rendant ainsi plus dangereux que d'autres aliments. Les retombées sont touchées l'Europe et l'Allemagne, semant le scepticisme avant même la construction du premier réacteur nucléaire allemand. Mais le mouvement anti-nucléaire allemand a rarement décollé dans les années 1970 en particulier, ici à Ville. Quand une centrale a été proposée dans cette région rurale, les viticulteurs et agriculteurs étaient mécontents. Après que quelques protestations limitées soient tombées dans l'oreille d'un sourd, les choses sont devenues plus intenses lorsque le gouvernement a commencé à lancer les travaux pour le projet. Le 18 février 1975, au lendemain du début des travaux, un groupe a occupé le site. La police a été filmée en les évacuant de force, les traînant dans la boue. Tout cela a été filmé et est devenu un titre national. Moins d'une semaine après, 30 000 manifestants ont occupé Ville, forçant le gouvernement à stopper le projet la même année. 4 ans plus tard, l'incident de Three Mile Island s'est produit aux États-Unis, un autre exemple pour de nombreux Allemands que l'énergie nucléaire ne valait pas le risque. Après l'incident, 200 000 manifestants antinucléaires se sont rassemblés à Hanovre et à Bonn. L'opposition grandissait. Puis est arrivé Tchernobyl en 1986, les Allemands ont ressenti directement ces retombées. Des particules radioactives ont dérivé à travers le continent, contaminant les terres agricoles et les réserves alimentaires. Le lait symbolise la crise. Les supermarchés doublaient le prix du lait produit avant certaines dates pour rassurer sur sa sécurité. C'est la même chose que ce qui s'est passé lors de l'incident du bénéfice exceptionnel britannique. Les parents ont paniqué à cause des légumes, des fruits et de la viande contaminés. Les bacs à sable, lieu de joie pour les enfants, ont été surnommés « boîtes de la mort » en raison des craintes de contamination du sable. Même des décennies plus tard, 95% des échantillons de champignons sauvages prélevés en Allemagne, en particulier en Bavière, portent encore des traces de la radioactivité de Tchernobyl, bien que celle-ci ne dépasse pas les limites légales. Dans les années 1990, le mouvement antinucléaire allemand s'est focalisé sur l'opposition au transport et stockage des déchets nucléaires. Les déchets nucléaires sont sans doute l'aspect le moins durable de cette énergie et se déclinent en plusieurs types. Les déchets de faible et moyenne activité constituent 99% des déchets nucléaires produits. Et puis il y a les déchets de haute activité, ou déchets de haute activité qui, bien qu'ils ne représentent qu'environ 1% de la quantité totale de déchets produits, concentrent plus de 95% de la radioactivité issue de la production d'énergie nucléaire et nécessitent un isolement pendant des dizaines de milliers d'années. Une seule centrale nucléaire de 1000 MW produit environ 27 tonnes de déchets radioactifs par an. Depuis 1954 et la première centrale nucléaire, plus de 400 000 tonnes de déchets ont été produites dans le monde. Une grande partie de ces déchets est recyclable. Environ un tiers de tous les déchets générés par l'énergie nucléaire a été recyclé dans le système, la plupart sous forme d'uranium usé.
Selon l'Association nucléaire mondiale, 97% des déchets pourraient théoriquement être recyclés et utilisés dans d'autres réacteurs. Cependant, en raison du coût et de la perception publique, beaucoup moins de déchets sont réellement recyclés. À la place, ils sont injectés sous terre. La Finlande est en tête avec des dépôts géologiques profonds dans des zones isolées, comme Onkalo, qui ouvrira en 2025 et enfouira les déchets à 430 mètres de profondeur pour réduire les risques. Parallèlement, la France et la Suède ont étudié des solutions proches, privilégiant l'engagement public. La Suède a obtenu 80% de soutien local pour le dépôt de Forsmark. Mais il peut falloir du temps pour déterminer comment et où enfouir ces déchets radioactifs. À la fin des années 1970, l'Allemagne a créé le conteneur Castor, acronyme de Cask for Storage and Transport of Radioactive Material. Conteneur pour stocker et transporter des matières radioactives. Coûtant entre 1 et 2 millions de dollars, ces conteneurs en acier et fonte protègent des radiations et résistent aux catastrophes. Un conteneur de plus de 6 mètres ou 20 pieds et pesant plus de 100 tonnes chargées peut contenir jusqu'à 28 assemblages de combustible nucléaire usé, soit un poids équivalent à un semi-remorque plein. Ces conteneurs Castor sont devenus les points focaux d'une résistance farouche. En 1996, des sit-ins ont bloqué le passage du deuxième convoi, Castor, jamais envoyé à Gorleben, un petit village de Basse-Saxe choisi comme site potentiel de stockage de déchets nucléaires, parce qu'il se trouve au-dessus de ce qu'on appelle un dôme de sel, une formation géologique souterraine composée de sel-gemme qui a été comprimée et poussée vers le haut à travers les couches sédimentaires environnantes pendant des millions d'années. Le sel crée une barrière naturelle qui empêche les déchets radioactifs de s'infiltrer et de contaminer la zone environnante. En théorie du moins. Le dôme de sel de Gorleben n'était pas encore approuvé et les tests continuaient, donc les déchets restaient dans une installation de stockage provisoire à proximité. Un an plus tard, des milliers de personnes ont encore perturbé le troisième convoi qui est tout de même arrivé. Ces manifestations tournaient souvent au drame. En 2004, un jeune militant est décédé après qu'un train de Castor lui a sectionné la jambe. En 2008, 15 000 manifestants ont organisé des blocages contre le 11e convoi de Castor. Pendant la plupart de ces manifestations, le parti écologiste allemand, les Verts, gagnait en influence. Fondé officiellement en 1980, il provient d'une diversité de mouvements de base, dont écologistes, pacifistes et militants antinucléaires. La création du parti a marqué un tournant dans la politique allemande, unifiant la cause antinucléaire qui avait grandi dans les années 1970 avec des manifestations comme Will et Gorleben. En 1983, les Verts ont rejoint le Bundestag, portant leur programme antinucléaire au niveau fédéral. Ils voyaient l'énergie nucléaire comme symbole d'un pouvoir centralisé et technocratique, opposé à leur vision décentralisée. Les Verts ont franchi un cap politique en 1998 en s'alliant aux sociaux-démocrates dirigés par Gerhard Schröder. Joschka Fischer, chef du Parti Vert, est devenu ministre des Affaires étrangères et vice-chancelier, tandis que les Verts s'imposaient comme l'un des partis majeurs du pays. Ce partenariat entre les sociaux-démocrates et les Verts a conduit au consensus historique sur le nucléaire de 2000 qui a engagé l'Allemagne sur la voie de l'abandon total de l'énergie nucléaire. L'accord a limité la durée de vie des réacteurs à 32 ans et a interdit purement et simplement la construction de nouvelles centrales nucléaires. En 2003, l'Allemagne a fermé Stade, puis Obregheim en 2005. Cette loi a constitué la première grande victoire des Verts dans leur campagne de plusieurs décennies contre le nucléaire. Cependant, l'accord n'a pas été sans résistance. L'Union chrétienne-démocrate d'Angela Merkel, alors dans l'opposition, a jugé la sortie du nucléaire économiquement irresponsable et promis de l'annuler si élue. Lorsque Angela Merkel est entrée en fonction en 2005, elle a tenu cette promesse. En 2010, son gouvernement a prolongé de 14 ans la durée des réacteurs, suspendant ainsi la sortie du nucléaire. Ce revirement a provoqué une réaction immédiate, dont des manifestations de dizaines de milliers de personnes. En 2011, le débat mondial sur le nucléaire a évolué après la catastrophe de Fukushima au Japon. La crise a ravivé la peur d'accidents nucléaires, surtout dans un pays densément peuplé comme l'Allemagne. Merkel, ex-physicienne et partisane du nucléaire, a encore changé de cap. Son gouvernement a instauré un moratoire sur les anciens réacteurs et légiféré un nouveau plan de sortie du nucléaire. En juin 2011, le Bundestag a voté la fermeture de toutes les centrales nucléaires d'ici 2022. Cette décision fut un succès politique pour les Verts, reflétant le soutien public avec plus de 80% des Allemands favorables à l'abandon du nucléaire. Aujourd'hui, la position antinucléaire de l'Allemagne est totale.
Le 15 avril 2023, les 3 derniers réacteurs, ISAR 2 Emsland et Neckar-Westheim 2 ont été mis hors service. Cependant, ce sentiment anti-nucléaire ne porte pas uniquement sur la sécurité. Dans l'Allemagne d'après-guerre, en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale et le nazisme, le peuple ne faisait pas vraiment confiance à l'autorité. Les cicatrices du fascisme restaient visibles, suscitant un grand scepticisme envers le pouvoir centralisé et la science incontrôlée. Dans les années 1950, les ambitions nucléaires de l'Allemagne n'étaient pas perçues comme un progrès technologique, mais comme un possible retour à des hiérarchies dangereuses. Ce sentiment n'a pas été amélioré par l'affaire d'écoute de Traube. Dans les années 60 et 70, Klaus Traube était l'un des principaux responsables de l'énergie nucléaire du pays, travaillant comme directeur de l'énergie nucléaire pour la société allemande d'électricité, Allgemeine Elektrizität Gesellschaft, l'une des plus grandes entreprises électriques du monde. Mais au milieu des années 70, Traube a changé d'avis. Inquiet des questions de sécurité et des liens entre énergie nucléaire et armée, il s'y est ouvertement opposé. Ce changement de perspective a ciblé Traube. En 1975, l'Office fédéral allemand pour la protection de la Constitution, soupçonnant ses liens avec la faction radicale d'extrême gauche de l'Armée rouge, a mené une surveillance illégale contre lui. Sans preuve, ils ont placé son appartement sur écoute et espionné ses conversations privées. Les conséquences ont été immédiates et sévères. Traube a été renvoyé de chez Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft sous pression du gouvernement. Les accusations étaient infondées et l'affaire révélée par Berg Spiegel en 1977 a suscité l'indignation publique. Le scandale a forcé le ministre de l'Intérieur Werner Mayhofer à démissionner. Et Traube est devenu un symbole de l'abus de pouvoir de l'État et des dangers d'un gouvernement sans contrôle. Pour le mouvement antinucléaire en Allemagne, l'affaire Traube a confirmé les craintes de collusion entre gouvernement, entreprises et industrie nucléaire. Il ne s'agissait pas seulement de surveillance, mais aussi d'un récit où le nucléaire évoquait contrôle, secret et élitisme technocratique au-delà de la science ou du progrès. L'affaire a galvanisé l'opposition et accru la méfiance envers l'autorité, renforçant les mouvements de base. Traube lui-même est devenu un critique éminent de l'énergie nucléaire, apportant de la crédibilité à la cause. 10 ans plus tard, on a découvert comment le gouvernement britannique avait caché l'incendie de Windscale de 1957 que j'ai évoqué. Il s'est avéré qu'à l'époque, le Premier ministre Harold Macmillan avait ordonné que le rapport sur la catastrophe, rédigé par le scientifique de renom Sir William Penny, soit fortement censuré. Les copies du rapport ont été détruites et les imprimeurs ont dû détruire leur caractère. Le gouvernement a plutôt publié un livre blanc vague, justifiant cela par la sécurité nationale. En privé, Macmillan redoutait qu'une divulgation totale compromette la coopération nucléaire avec les États-Unis, surtout durant la guerre froide, alors que le programme nucléaire britannique dépendait de la technologie américaine. La révélation en 1988 de l'ampleur de la dissimulation a renforcé le sentiment antinucléaire en Allemagne, où la méfiance envers l'autorité centrale était déjà forte. Des militants et hommes politiques ont comparé le secret autour de Windscale à la promotion du nucléaire par leur gouvernement. La priorité donnée par la Grande-Bretagne à ses liens avec les États-Unis, au détriment de la sécurité, a accentué les craintes liant énergie nucléaire, contrôle technocratique et enjeux géopolitiques. Pour beaucoup d'Allemands, les révélations sur Windscale étaient un avertissement clair. Si la Grande-Bretagne, alliée démocratique, a pu cacher la vérité sur un tel événement, comment faire confiance à leur gouvernement et à l'industrie nucléaire pour être transparent? Pourtant, ce sentiment antinucléaire, issu du scepticisme envers le pouvoir technocratique après la Seconde Guerre mondiale, a en fait contribué à l'une des transitions vers l'énergie propre les plus efficaces au monde. On l'appelle l'Energiewende, ou transition énergétique, et c'est l'une des transformations énergétiques les plus radicales jamais tentées. Lancée en 2010, elle vise à ce qu'en 2050, l'Allemagne réduise ses émissions de gaz à effet de serre de 95% par rapport à 1990 et obtienne 60% de son énergie des renouvelables. En 2023, 50% de l'électricité du pays provenait déjà de sources renouvelables comme l'éolien et le solaire, grâce à des politiques centrées sur les citoyens plutôt que sur les entreprises. Tout a débuté avec la loi sur les énergies renouvelables de 2000 qui assurait des paiements fixes pour l'énergie verte injectée dans le réseau. Cette politique a fait des agriculteurs des exploitants d'éoliennes, des banlieusards des entrepreneurs solaires et des petites villes des exportateurs d'électricité. En 2016, l'Allemagne comptait plus de 50 gigawatts d'éolien
et 41 gigawatts de solaire, faisant d'elle un leader mondial des énergies renouvelables. Près de la moitié de cette infrastructure était détenue par des particuliers ou des coopératives, offrant aux Allemands un intérêt direct dans la transition énergétique. Mais le prix était élevé. Entre 2013 et 2019, l'Allemagne a dépensé 160 milliards d'euros pour la transition énergétique, principalement financée par la hausse des factures d'électricité. Les ménages allemands peinaient maintenant parmi les tarifs les plus élevés d'Europe, suscitant des critiques sur une répartition jugée injuste de la charge financière. Le soutien public aux énergies renouvelables reste élevé. 80 à 90% des Allemands soutiennent toujours l'éolien et le solaire. Quelques failles sont apparues dans la planification, comme des goulets d'étranglement, dus à des retards dans la construction de lignes de transmission pour acheminer l'énergie éolienne du Nord vers les centres industriels du Sud. L'énergie éolienne est récemment devenue un sujet brûlant. L'énergie éolienne stagne en Allemagne en raison de la résistance croissante des citoyens et autorités locales. Plus de 660 initiatives citoyennes s'opposent activement au nouveau parc éolien, évoquant l'esthétique, les risques pour la faune et la baisse de la valeur des propriétés. En Bavière, la règle 10H oblige à placer les éoliennes à 10 fois leur hauteur des zones résidentielles, limitant ainsi leur développement. Alors que dans d'autres États, les batailles judiciaires et les retards réglementaires ont réduit de moitié les nouvelles capacités éoliennes ajoutées depuis 2018, il y a aussi le solaire. L'Allemagne n'est pas exactement le pays le plus ensoleillé du monde. Et les panneaux solaires produisent souvent environ 20 à 30% de leur capacité chaque année, contre plus de 40% dans les régions très ensoleillées. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, l'Energiewende a redéfini le système énergétique allemand, créant un modèle décentralisé et citoyen qui a inspiré des pays du monde entier. Mais paradoxalement, l'Allemagne est l'un des plus grands consommateurs de charbon et de gaz naturel au monde. Dans les années 1980, le charbon alimentait les usines qui ont fait du pays le moteur économique de l'Europe. D'immenses mines de lignite à ciel ouvert couvraient la Rhénanie du Nord-Westphalie et la Saxe, fournissant industrie et électricité. La réunification de l'Allemagne en 1990 a accentué la dépendance au lignite, car les centrales de l'Est ont été intégrées au réseau national. Dans les années 1990, le charbon assurait près de la moitié de l'électricité allemande, dont un quart grâce au lignite. Face à la pression mondiale pour réduire les émissions, l'Allemagne a amorcé un lent virage. Les subventions au charbon ont été supprimées et, en 2018, l'extraction de houille a cessé, son coût étant dépassé par les importations de Russie et des États-Unis. Pourtant, le charbon domine toujours. La lignite extraite localement fait de l'Allemagne un des principaux émetteurs de dioxyde de carbone, 2 en Europe, malgré la hausse des énergies renouvelables. Malgré des objectifs climatiques ambitieux, la consommation de charbon a diminué lentement. En 2020, il couvrait encore plus de 24% de la production d'électricité. Le gaz naturel a connu une évolution comparable. Dans les années 1970, les gazoducs soviétiques ont commencé à fournir beaucoup d'énergie bon marché, accentuant progressivement la dépendance. Au fil des décennies, le gaz naturel est devenu essentiel dans l'énergie industrielle et domestique en Allemagne. Les usines bourdonnaient grâce au gaz soviétique. Les foyers étaient chauffés et les centrales électriques utilisaient davantage le gaz, alternative plus propre au charbon. Dans les années 1990, la demande de gaz en Allemagne a fortement augmenté avec l'intégration énergétique de l'Union européenne. La réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest a amplifié cette tendance, car les infrastructures héritées de l'époque soviétique à l'Est se sont intégrées au réseau énergétique plus large. Les importations russes ont augmenté, faisant de Moscou le principal fournisseur de l'Allemagne. En 2021, plus de la moitié du gaz naturel allemand venait des gazoducs russes, rendant Berlin vulnérable au choc géopolitique. Ce choc est survenu 1 an plus tard, quand la Russie a envahi l'Ukraine. Fin 2022, l'approvisionnement en gaz russe vers l'Allemagne était réduit à un filet et le gazoduc Nord Stream, symbole de l'interdépendance euro-russe, gisait saboté sous la Baltique. Face au risque de coupure, Berlin a rapidement diversifié ses importations, optant pour le gaz naturel liquéfié de Norvège, des États-Unis et des Pays-Bas. La transition a été difficile, les coûts ont explosé et les industries nationales dépendantes de l'énergie bon marché ont souffert. Malgré la baisse du gaz, la consommation de charbon a explosé. Cette année-là, un tiers de l'électricité allemande venait du charbon, en nette hausse par rapport à 2021. Les centrales à lignite ont redémarré, émettant des gaz alors que les centrales nucléaires étaient fermées. Les Verts allemands, défenseurs de la décarbonation, ont paradoxalement soutenu le charbon pour prévenir une crise énergétique touchant des millions de personnes.
La crise énergétique a relancé le débat sur le nucléaire. Après la fermeture des derniers réacteurs en 2023, les partisans demandent un retour pour limiter la dépendance au charbon et au gaz. Les détracteurs, cependant, soulignent des défis de longue date comme les déchets radioactifs et l'opposition du public. La réouverture des centrales nucléaires offre des avantages immédiats. 8 réacteurs pourraient être opérationnels en moins d'1 an, fournissant plus de 85 TWh par an, soit assez pour alimenter la plupart des grandes industries allemandes ou environ 24 millions de foyers chaque année. Cela réduirait les émissions de carbone de 80 millions de tonnes par an, compensant l'impact du charbon. Les coûts sont compétitifs, la production d'énergie nucléaire étant estimée à 25 € par mégawattheure, bien inférieure à la hausse des prix du gaz et du charbon. L'opinion publique a changé. 67% des Allemands soutiennent désormais le nucléaire pour les objectifs climatiques. Le nucléaire devient une alternative intéressante aux importations d'énergie coûteuses et carbonées de l'Allemagne, surtout alors que les industries subissent des prix élevés de l'électricité. Cependant, l'énergie nucléaire n'est pas une solution simple. Les critiques soulignent le problème non résolu des déchets radioactifs, qui demeure un dilemme logistique et éthique. Les coûts d'élimination des déchets pourraient se dépasser 5 milliards d'euros d'ici 2046 et il est peu probable que des solutions de stockage soient trouvées avant cette date. Le redémarrage des réacteurs exige une volonté politique pour changer la loi sur l'énergie atomique, mobiliser du personnel spécialisé et fournir du combustible. Le sentiment anti-nucléaire, profondément ancré dans des événements historiques comme Tchernobyl et Fukushima, persiste au sein d'une partie bruyante de la population. Les ambitions de l'Allemagne en matière d'énergie renouvelable constituent un autre facteur. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'énergie éolienne et solaire fournit désormais plus de la moitié de l'électricité du pays et la poursuite des investissements pourrait réduire la dépendance aussi bien aux combustibles fossiles qu'au nucléaire. Pourtant, les énergies renouvelables seules pourraient avoir du mal à répondre à la demande de base sans avancée significative dans la technologie de stockage. Ce débat illustre la difficulté de l'Allemagne à allier leadership climatique et sécurité énergétique. L'énergie nucléaire est-elle un tremplin vers un avenir renouvelable ou oppose-t-elle la vision allemande de durabilité? Cette décision influencera le paysage énergétique allemand et sa place dans la politique climatique mondiale. Merci d'avoir regardé.